toutes et à tous, bienvenue dans ce question-réponse voilà, de la Golden Globe Race. On a un petit peu avancé la date puisqu'on a la chance d'avoir Marc et on va faire un petit live après. Donc ça nous a permis voilà, de cumuler un petit peu les deux. Et en plus, je pars en Australie à la fin de la semaine. Donc voilà, ça sera beaucoup plus facile comme ça. Ça va être l'occasion de faire un petit point, évidemment, comme on le fait d'habitude sur la course. On n'a plus que trois marins encore en course, donc ça va être assez rapide. On va commencer tout de suite par le troisième de la course, Tapio Lehtinen, pour qui c'est un jour un peu spécial puisque c'est son anniversaire. Il a 56 ans aujourd'hui. Voilà, il a passé l'équateur hier, donc il se trouve un petit peu dans cette zone-là. Il est dans une zone d'alizé et pour l'instant il remonte. Alors il est sur un cap qui n'est pas vraiment directement nord. Voilà, l'orientation du vent ne lui permet pas, mais il est en train de remonter dans des vents voilà, qui vont se maintenir pendant plusieurs jours évidemment et qui vont lui permettre de remonter vers les Açores, qui sera la prochaine a priori difficulté météorologique. Enfin, la première difficulté météorologique et la dernière, a priori, ce sera le golfe de Gascogne. On verra un petit peu comment ça se passe à ce moment-là. Et ça pourrait mettre un petit peu de jeu avec son poursuivant Istvan Kopar, qui lui est à moins de 500 000 derrière et qui est lui dans les alizés de l'Atlantique Sud et qui devrait bénéficier logiquement si tout va bien, en tout cas si on se réfère aux prévisions météorologiques telles qu'on les reçoit aujourd'hui, un poteau noir qui devrait être quasiment inexistant, et donc il devrait traverser cette zone de convergence intertropicale sans difficulté particulière, pardon, et ça devrait lui permettre eh bien, écoutez, de remonter un petit peu sur notre ami Oukou, donc troisième de la course, et ça pourrait remettre un petit peu de jeu en fonction de ce qui se passe au niveau de l'anticyclone des Açores, pour voilà, une bataille peut-être future pour la troisième place. Enfin, on verra, mais on a vu qu'avec ce qui s'est passé avec Jean-Luc et Marc Slatz, eh bien, jusqu'à la fin, tant que la ligne n'est pas franchie, il peut se passer encore beaucoup de choses. Voilà donc en gros pour la situation de ces deux marins-là. Et la deuxième grosse nouvelle aussi, c'est que notre ami Tapio Lehtinen, lui, est à l'approche du Cap Horn. Il n'est plus qu'à 50 000 aujourd'hui du rocher mythique, évidemment des coureurs de large autour du monde. Et c'est vraiment la zone qui marque le retour à la fois vers l'Atlantique et quelque part vers la maison et vers des zones plus abritées, même si on sait que l'Atlantique n'est pas exempt de grosses tempêtes, notamment dans le golfe de Gascogne. On a pu s'en rendre compte la semaine dernière. D'ailleurs, c'était assez rigolo parce qu'à peine Jean-Luc était arrivé au Sable d'Olonne qu'on a eu un énorme coup de vent. Ça montre bien que, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'à la fin, sur un tour du monde, eh bien, les choses peuvent rester compliquées. Pour lui, ça s'est bien passé. Il a réussi à passer entre ces systèmes très très puissants. Mais en tout cas, voilà, Tapio Lehtinen devrait passer le Cap Horn aujourd'hui et donc amorcer sa remontée de l'Atlantique Sud. Donc voilà pour la situation un petit peu des concurrents. Ça va être l'occasion pour moi aussi de revenir un petit peu sur ces deux arrivées. Donc évidemment l'arrivée de Jean-Luc était absolument magnifique. Hein. Il est arrivé donc le matin. Alors le temps n'était pas vraiment de la partie. Hein. C'était un bon temps d'hiver avec voilà, de la pluie froide, un peu de vent. Mais le public sablais est une fois de plus venu très très nombreux. Hein. Moi qui ai eu la chance de vivre beaucoup d'arrivées de Vendée Globe, eh bien, on retrouvait vraiment cette atmosphère, cette chaleur et puis cette configuration du chenal des Sables d'Olonne est quand même assez extraordinaire. Ça permet cette proximité quelque part avec le marin qui arrive et donc toute cette émotion partagée à la fois sur l'eau parce qu'il y avait quand même beaucoup de bateaux, même s'il y avait quand même pas mal de mer. Sur les jetées a été vraiment très très comment dire chargé en émotions. C'était vraiment un moment particulier. C'était la célébration quand même eh bien voilà, de Jean-Luc Vandenette, vainqueur de cette Golden Globe Race 2018. Et c'est quand même une histoire assez formidable, puisque finalement, à 73 ans, il a fait la démonstration que eh bien, voilà, on pouvait continuer à vivre des aventures extraordinaires et à se lancer dans des projets un peu fous. Voilà, il faut sans doute des psychologies un petit peu particulières, mais en tout cas, voilà, il y a certains qui peuvent se le permettre, en tout cas.
Et puis une fois encore, voilà, c'est une course qui célèbre aussi l'expérience, qui célèbre la préparation, l'audace évidemment. Et Jean-Luc eh bien, avait toutes ses qualités et il a fait la démonstration tout au long de la course, à la fois de sa grande capacité à choisir la meilleure trajectoire météo et aussi finalement à prendre des décisions courageuses comme le moment où il s'est fait rouler par une vague et où il a finalement décidé de continuer et d'effectuer une réparation sur son mât et de rester en course. Et eh bien, c'était plutôt une décision qui lui a bien réussi, puisque voilà, ça lui a permis à 73 ans de remporter la première course autour du monde à laquelle il participait. Voilà, sur le premier Vendée Globe, il avait fait troisième. Sur le second, il avait fait deuxième. Et là, à 73 ans, ben voilà, il finit sa carrière de coureur au large de façon magnifique. Voilà, on ne sait pas si c'est exactement la fin, parce qu'on se méfie toujours un petit peu hein, avec Jean-Luc. On ne sait pas trop si finalement il n'aurait pas envie de repartir pour un tour. Mais enfin bon, pour l'instant, on va dire que voilà, c'est plutôt comme ça que ça se terminera. En tout cas, il ne peut pas espérer faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait maintenant. Et voilà, moi je trouve l'histoire évidemment magnifique, puisque sur tout un tas de points, elle symbolise vraiment des choses magnifiques. Voilà, elle célèbre, comme je vous le disais, l'expérience, l'audace. C'est quand même, ça a été assez magnifique à suivre pour nous, la petite équipe de la Golden Globe Race. Ensuite, dans son sillage, on a eu Mark Slats, donc lui qui est arrivé de nuit. Les arrivées de nuit, c'est un petit peu différent, mais bon, c'est chouette aussi. C'est des lumières un petit peu particulières, c'est des ambiances comme ça un petit peu plus intimistes, et ça a été une belle arrivée également. Il faut savoir que Marc, bon, bah, lui, il était beaucoup moins préparé que Jean-Luc. Hein. Il finissait juste sa traversée de l'Atlantique, qu'il avait réussi d'ailleurs brillamment, juste derrière des bâtons en équipage. Enfin bref, c'était un exploit physique assez impressionnant. Et eh bien, il finit second, pas très loin derrière Jean-Luc, parce qu'il a beaucoup cravaché, notamment dans la remontée de l'Atlantique. Il a vraiment tout fait pour remonter sur Jean-Luc, mais bon, voilà, il n'a pas réussi à le doubler sur la fin. Mais en tout cas, il réalise donc à 41 ans une performance sportive magnifique, et voilà, il rentre dans le club. Et voilà, des solitaires autour du monde sans escale, ils ne sont pas si nombreux. Et donc là, il va repartir vers de nouvelles aventures. A priori, il réfléchit à une campagne de Vendée Globe. Alors sans doute pas pour la prochaine édition, mais pour celle d'après. Entre-temps, il va continuer à ramer, et sans doute avec son frère, il va retenter des courses à travers l'Atlantique. Mais en tout cas, voilà, ça nous fait déjà deux arrivées hein, sur cette Golden Globe Race qui eh bien, était pleine d'incertitudes au départ. On a encore 3 concurrents en course. Il faut se rappeler que l'édition originelle, il n'y avait eu qu'un seul arrivant. Donc là, on est déjà à 100% d'amélioration. On espère qu'on va voir nos 3 derniers marins arriver également sans encombre. Et eh bien, c'est l'occasion de dire aussi que donc l'organisation de la Golden Globe Race est déjà en discussion avec la ville des Sables d'Olonne pour la prochaine édition. Bon, c'est dans un peu moins de 4 ans maintenant, mais voilà, il est toujours temps de mettre la discussion en place et de se projeter vers l'avenir. Et d'ailleurs, l'organisation de la Golden Globe Race voulait vraiment remercier à ce sujet la ville, et donc anciennement l'agglomération des Sables d'Olonne, pour toute son aide apportée, et notamment au niveau logistique, qui nous a vraiment permis de donner à cet événement eh bien, la grandeur qu'il méritait. Et on remercie évidemment beaucoup également les bénévoles, tous ceux qui ont bien voulu mettre à disposition leur bateau pour les arrivées, et pour à chaque fois que c'était nécessaire. Et voilà, ça célèbre une fois de plus, et voilà, je pense peut-être la particularité de cette ville et de la relation particulière qu'elle entretient avec ses tours du monde. Et voilà, la Golden Globe Race, petit à petit, ça a inscrit son parcours dans le paysage, on va dire, de la course au large et de la voile sportive. Et ça, on en est assez très heureux, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'incertitudes au départ. Bon, là, on arrive déjà
finalement avoir 2 arrivants et 3 autres qui ont toutes les chances de les rejoindre. Donc ça, c'est plutôt une grosse satisfaction, sachant qu'on était quand même une petite équipe et que eh bien, c'était pas gagné, c'était très aventureux là aussi. Donc voilà, on partage cette joie avec tous les gens qui sont venus nous aider ou qui sont venus assister aux arrivées. Et voilà, cette Golden Globe Race, finalement, elle aura raconté jusqu'ici eh ben, quand même une sacrée histoire. Il sera passé quand même énormément de choses. C'est clairement une célébration de l'aventure. Ça reste une course, on l'a vu, puisque entre Marc et Jean-Luc, eh bien, ça s'est décidé finalement assez tard. Jusqu'au bout, on a eu quand même pas mal de suspense. Il semblerait qu'entre Uku Randma et Svan Kopar, il se profile un petit duel qui pourrait être relativement serré à l'arrivée aussi. Et puis, que dire d'autre? Eh bien, que l'audience de l'arrivée de Jean-Luc a été énorme. C'est vraiment parti dans tous les sens. On a eu énormément de gros médias. Jean-Luc est actuellement à Paris, voilà, en train de répondre aux sollicitations médiatiques qui sont nombreuses. On était suivi au niveau de la page Facebook par plus de 50 pays. Mark Slatz, lui, c'est pareil. Il est en train de devenir un héros dans son pays et est en train de eh bien voilà, d'être découvert par le monde entier qui a suivi lui aussi son arrivée. Donc voilà, c'était vraiment, comment dire, ces arrivées ont vraiment été finalement la célébration d'une certaine audace et on en est très heureux. Et donc ce n'est pas fini, ça va continuer, mais en tout cas c'était vraiment 2 grands moments symboliques. Et voilà, on espère que la Golden Globe Race, eh bien, finalement, va trouver sa place dans le paysage médiatique de la voile sportive et au-delà de ça, du monde du sport en règle générale. En tout cas, elle aura fait la démonstration que c'était possible, que c'était un concept valide et que, eh bien, on pouvait, comme ça, tout au long d'une longue période, suivre l'aventure de marin et que finalement le mode d'information tel qu'il est délivré, avec voilà, à la fois des petits tweets et des petits rendez-vous ponctuels tout au long de la planète, eh bien, ça donne aussi une ambiance particulière à l'heure où bon, finalement les images sont assez facilement diffusables, je veux dire, des bateaux par voie satellitaire, etc. Finalement, ce que évidemment on ne critique pas du tout, mais c'est une autre façon de communiquer. Voilà, la GGR, elle communique un petit peu différemment, mais enfin en tout cas à titre personnel, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Même si j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre les images magnifiques de la Volvo Ocean Race, etc. La GGR, finalement, avec le petit mystère qui entoure la délivrance des informations, eh ben, ça donne une ambiance aussi particulière et qui ne manque pas de charme et qui trouve dans le rythme des 7 mois et bientôt des 8 pour les concurrents futurs, eh bien, c'est un déroulé, on va dire, qui donne donc, à la course une épaisseur assez intéressante à mon avis. Et voilà, donc j'ai eu beaucoup de plaisir en tout cas à participer à cette aventure. Donc que dire de plus? Eh bien écoutez, voilà, Mark Slatz, lui c'est pareil, il reste encore un petit peu, on va faire un live juste après avec lui pour faire un petit peu le tour du bateau et revenir avec lui sur son aventure. Ce sera l'occasion, je pense, justement d'avoir quelques petites informations et surtout de voir de nos propres yeux voilà, tous les éléments dont il nous a parlé, notamment de sa radio qui n'avait plus d'écran. Il va nous montrer à quel niveau est arrivé l'eau quand il s'est fait remplir son bateau pendant la tempête, etc. On va rentrer un petit peu plus là pour le coup dans les informations précises. Et eh bien, je vais conclure là-dessus en vous souhaitant une très belle fin de semaine. Et donc, je continuerai à faire ces petits lives, mais la prochaine fois, ce sera d'Australie, parce que j'ai d'autres missions là-bas. Et on va pouvoir continuer à rester en contact jusqu'à l'arrivée de Uku, qui devrait se dérouler aux alentours alors, selon les dernières prévisions, du 12 mars.
En fonction de ce qui sera passé d'ici là, Svan Kopar sera peut-être pas très loin, sera peut-être même éventuellement devant, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, voilà, la prochaine échéance, se situe à peu près à ce niveau-là. On va quand même, avant de conclure, répondre à deux petites questions qui m'ont été posées. Donc on a celle du fidèle Stéphane Eddy. Bonjour Christophe, on sait que Tapio n'a pas très envie de plonger pour nettoyer sa coque, notamment à cause des requins. Savez-vous s'il pense reconsidérer la question une fois arrivé dans l'Atlantique? Y a-t-il des zones réputées pauvres en requins? Alors, on sait que effectivement, Tapio a une vraie phobie des requins, et c'est quand même une grosse difficulté. On suspecte qu'il n'est pas vraiment... il a une telle phobie qu'on suppose qu'il n'a pas vraiment envie de plonger sous sa coque. Voilà, on ne sait pas trop quoi répondre à cette question, mais en tout cas, nous, on pense qu'il n'a pas vraiment envie de le faire. Et s'il devait le faire, ça serait peut-être finalement juste après le Cap Horn. C'est au niveau des Falklands, a priori, peut-être qu'il y a le moins de requins. Donc s'il doit le faire, ça serait plutôt dans cette zone-là. Mais on n'en est pas sûr. Ce qui est sûr, par contre, c'est que s'il peut le faire, ça serait quand même vraiment bien pour lui parce qu'il perd quasiment la moitié de sa vitesse et ça rend sa progression vraiment très très lente. Donc à suivre. Alexia Kuk, une dernière question. Bonjour, encore 3 navigateurs en course. Comment va se passer la remise des prix? Alors, donc pour l'instant, concernant la remise des prix qui sera le 22 avril, on n'a pas encore toutes les informations. Donc on vous les délivrera dès qu'on les connaîtra. Mais en tout cas, voilà, ce sera le 22 avril. Ça, c'est une certitude. Et dès que nous aurons des informations, eh bien, nous vous les communiquerons rapidement. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Voilà, la prochaine fois que je vous parlerai, ce sera des antipodes. Et d'ici là, je vous souhaite eh bien, une bonne fin de semaine. À bientôt! Yeah,